Notre invité du jour est bien connu des téléspectateurs de TV Liberté. Il s'agit de Bassam Tahan, qui est franco-syrien, arabisant, géopolitologue, qui a été titulaire de la chaire d'arabe au lycée Henri IV, enseignant également à Polytechnique, directeur de l'école de guerre, du séminaire de l'école de guerre sur la géopolitique de l'islam dans le monde et qui nous fait le plaisir régulièrement d'intervenir sur TV Liberté. C'est un long CV, encore j'ai pas tout fait. Bonsoir Bassam Tahan. Bonsoir. Alors, on va évidemment parler de la question syrienne dont vous êtes spécialiste. Aujourd'hui, quelles sont les forces en présence sur le sol syrien? Alors, aujourd'hui, sur le sol syrien, il faut penser à cette formule, que c'est une guerre par procuration et c'est un terrain de bataille où s'affrontent les grands. C'est une bataille entre une vision monopolaire du monde, qui est celle des USA, des Américains. C'est pour cela qu'ils ne quittent pas la Syrie. Soi-disant, ils continuent à combattre Daesh sur la rive est de l'Euphrate, en aidant les Kurdes, et en cherchant à s'installer pour un bon moment. De l'autre côté, évidemment, sur la côte syrienne, il y a les Russes qui ont devancé les Américains. Et c'était un défi. Et là, franchement, Poutine s'est imposé au monde entier. Voilà, je suis là avec mes S-400, n'est-ce pas? Ces missiles qui peuvent abattre par salve plusieurs avions en quelques secondes, avec ces Sukhoi. Dernièrement, il a renforcé avec la présence de 2 Sukhoi 57, donc furtifs. Hein? C'est un clin d'œil un peu aux Américains. Alors voilà, si vous voulez, les deux grandes puissances qui s'affrontent. Mais dans les coulisses, il y a la Turquie qui a toujours joué un rôle ambivalent. On ne sait pas de quel côté penche cet Erdogan. Tantôt il est pour l'OTAN, tantôt il est pour les Russes, tantôt il est pour les islamistes, tantôt il dit qu'il les met en prison. Et vous avez dans les coulisses également Israël qui veille sur le grain, sa sécurité, les problèmes syriens, surtout que la Syrie, n'oublions pas, est un pays, et le dernier pays avec le Liban, à n'avoir pas signé de traité de paix avec Israël. C'est important. Mais dans chaque camp, si vous voulez, celui des islamistes, il y a les pays du Golfe, les pétromonarchies, qui ont déjà dépensé plus de 100 milliards pour soutenir ces modérés, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, évidemment, vous avez les Iraniens qui aident d'une manière active le gouvernement légitime d'Assad. Et encore une fois, Macron a eu raison de dire au début, n'est-ce pas, maintenant il a changé d'avis, qu'on ne lui a pas encore présenté quelqu'un de plus légitime qu'Assad, ce en quoi il avait parfaitement raison. Pourquoi il a changé d'avis, ça, il faut le lui demander. Voilà. Alors dans l'actualité syrienne, il y a beaucoup de questions depuis quelques jours, depuis quelques semaines même, de la Ghouta. Alors où se situe la Ghouta et que se passe-t-il sur ce territoire? Alors vous voyez, Damas, à l'est de Damas, la banlieue, il y a de petites villes très anciennes qui, bien avant la conquête arabo-musulmane, étaient un peu les vergers et les monastères de la basilique qui est maintenant, évidemment, la mosquée des Omeyyades. Et c'est là où on cultivait le raisin pour le vin de messe. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est une très belle région de vignes, hein, c'est connu, d'arbres fruitiers. Et récemment, évidemment, comme Damas est devenue une ville très importante à cause des différentes guerres avec Israël, les gens se réfugiaient, se retiraient vers Damas, c'est des maraîchers. Et c'est là, dans cette zone populaire, que la pensée islamiste a trouvé un terreau fertile et favorable à son expansion. Donc, quand on parle de civils, il faut faire attention. Par exemple, pourquoi les islamistes n'ont pas pris pied dans les quartiers ouest d'Alep ou de Damas? Mais parce que la population ne les soutenait pas. Donc, on peut arriver à cette conclusion très simple. C'est que les islamistes s'installent souvent dans une région où ils sont
plus accepté que moins. Voyez-vous? Et là, justement, dans cette Ghouta, donc la partie sud, elle est plutôt, disons, il n'y a pas beaucoup d'agglomération, il n'y a pas beaucoup de maisons, c'est la partie agricole. C'est de là que l'armée syrienne a fait son avancée, sa percée, et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'armée syrienne a pu récupérer pratiquement 35% 35 à 40% de la Ghouta. Reste évidemment le nord de cette Ghouta où il y a les petites villes Douma, Harasta, Arbin, voilà. Il y a trop de monde là. Et l'armée syrienne essaye d'aller lentement pour éviter de bombarder les civils, qu'il y ait des victimes civiles. Ceci dit, alors, on nous raconte que la Ghouta avait 2 millions avant, et maintenant ils sont 400 000. Alors, 1,5 million, ils sont passés où les autres? C'est que ces gens-là n'ont pas voulu des islamistes. Ils ont quitté la Ghouta, vous voyez. Et quels sont ces islamistes justement présents à la Ghouta? Vous avez l'armée de l'islam qui est financée par l'Arabie saoudite, Jaish al-Islam, qui est avec son chef Allouche, qui a fait ses études au Royaume saoudite. Le Royaume saoudite a toujours octroyé des bourses d'études à de futurs chefs islamistes terroristes. Je dis franchement, moi, c'est des terroristes. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le substrat idéologique de ces Ghouta, c'était les frères musulmans. Et les frères musulmans, pratiquement, au niveau idéologique et doctrinaire, ils sont dans toutes les formations actuelles. Voyez? Alors, Jaish al-Islam s'évalue à 10 000. Vous avez à côté, on les évalue à 8 000. C'est Faylaq al-Rahman. D'ailleurs, un nom vraiment contradictoire et paradoxal. Ça veut dire quoi? C'est la légion du très miséricordieux qui est Dieu. Comme si Dieu avait besoin d'une légion de gens qui terrorisent ses fidèles. Ah, vous voyez. Et puis vous avez entre 4 et 5 000 des restes de la Nusra, de Daesh, de la Qaïda. Donc en gros, on tourne autour de 25 000. Mais moi, vous verrai ça à la baisse. Parce que, vous voyez, on augmente le nombre des combattants, c'est pour une histoire de rançon, de salaire. C'est-à-dire, s'il y a de l'aide, voyez-vous, il faut qu'ils paraissent plus nombreux qu'ils ne sont, pour s'accaparer de l'aide qui est donnée, ou des salaires qui sont versés par le Qatar, le Royaume saoudite, les Turcs, les services secrets français, les services secrets américains, et ainsi de suite. Voyez-vous? Donc, il y a une fausse polémique sur les civils de la Ghouta. Et je suis responsable de ce que j'avance, voyez-vous. C'est-à-dire, il est très difficile aujourd'hui de séparer qui est civil, qui est terroriste, quand vous savez que ces gens-là ont entraîné des enfants, parce qu'ils sont de petite taille, plus agiles, et ils ont formé des armées d'enfants, des légions de combattants. Et bien avant que Mediapart ne soulève le problème, j'en ai parlé, moi, il y a pas mal de temps, que faites gaffe, une façon de parler. Il y a beaucoup d'enfants qui sont préparés aux arts martiaux et qui ont joué au football avec des têtes, n'est-ce pas, de gens décapités, à qui on a offert des gosses de 11-12 ans, des jeunes filles de 14-15 ans. En récompense, ils ont bien visé la cible. Vous voyez, c'est des pratiques dont on ne parle pas. Et après, on nous dit, voyez, on bombarde les civils. Non, mettez un bémol. Il y a sûrement des dommages collatéraux. Mais est-ce que l'armée syrienne cherche à tuer les enfants? Négatif. Non. La Russie propose l'évacuation de la Ghouta. Est-ce que c'est possible d'évacuer la Ghouta sans tuer finalement les terroristes sur place? Est-ce qu'il y a une évacuation possible pour, disons, déporter cette population? Très bonne question. C'est ce qui s'est passé à Alep, vous voyez. Mais qui c'est qui empêche les gens de sortir, de prendre les couloirs humanitaires, les corridors humanitaires?
mais ce sont les terroristes eux-mêmes qui empêchent les gens d'y aller. On a vu, grâce à des jumelles nocturnes, la fuite de 2 enfants la nuit et qui ont été aidés par l'armée russe et syrienne pour sortir la nuit, qui ont pu échapper à la vigilance de ces djihadistes terroristes. Mais de manière générale, ce corridor est bombardé. Et quand il n'est pas bombardé, justement, on retombe. C'est les jeunes filles snipers qui tirent, qui sont des tireuses d'élite, qui ont été formées à ça. On les a vues à Alep et elles sont également à Damas. Alors, vous voyez, aujourd'hui, la Russie propose non seulement aux chefs des djihadistes, mais à leurs familles, de quitter la OTAN. C'est-à-dire, il faut comprendre le gouvernement syrien et les Russes. On ne peut pas laisser à côté de la capitale, Damas, une armée de près de 30 000 hommes qui pilonnent tous les jours d'une manière sporadique les vieux quartiers de Damas, les quartiers chrétiens, le quartier juif, les églises, les écoles, les quartiers des musulmans modérés, qui ont échappé à cet endoctrinement idéologique. Alors, comme on a parlé des civils, et j'aimerais dire aussi on les affamine et tout ça. Vous voyez, comparons avec Alep. C'est comparable. Pas entièrement, mais quand Alep-Est a été libéré, mais il y avait des tonnes de provisions, des tonnes de farine, de sucre, de riz, qui étaient là, mais qui étaient distribués au compte-gouttes à la population civile. Par qui? Par les djihadistes. Et quand ils ont quitté, voyez, n'est-ce pas, cette hargne de méchanceté, ils ont mis le feu à tous ces hangars de provisions pour montrer qu'il n'y avait pas. Mais ils n'ont pas eu le temps de tout brûler. Et là, les masques sont tombés. Ils sont tombés. On voit très bien que c'est des gens qui n'ont rien à faire des civils. Il n'y a qu'en France, dans les médias bidons, qu'on nous raconte n'importe quoi sur les civils. Et là, pour bien comprendre la politique occidentale, on n'a pas le temps. Il faudrait parler de la fuite du câble de Benjamin Norman plutôt, le diplomate anglais à Washington. On le fera peut-être une autre fois. Dites-nous-en juste un petit peu plus. En gros, il envoie un résumé de la réunion du quintet, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la France, l'Angleterre, les États-Unis. Comment faire pour mettre la Syrie sous tutelle coloniale, d'une part, de faire toute une campagne médiatique de fake news sur le chimique, dans l'espoir de bombarder la Syrie ou de maintenir la présence étrangère américaine en Syrie. Voilà en gros. Alors je conseille aux téléspectateurs de taper Benjamin Norman câble et ils verront de quoi il s'agit, puisque ça a fuité, tant pis pour lui. Alors un autre sujet dont on commence un petit peu à parler dans les médias, c'est Idlib. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus également sur ce territoire? Alors là, je ne peux pas ne pas parler de Le Drian. Parce que, pour dire des choses vraiment incroyables, on se demande s'il ne marche pas parfois sur la tête. D'ailleurs, beaucoup de ces politiciens, politicards, socialistes, il faut les envoyer au cirque plutôt, parce qu'ils sont très virtuoses et équilibrés. Alors, vous savez, c'est un jour sûrement les dirigeants socialistes qu'on a eus, qui ont trempé dans l'affaire syrienne, vont répondre de leurs actes. Alors, évidemment, Hollande l'a reconnu. Il a dit qu'il avait violé l'embargo en vendant les armes, dans son livre d'entretien avec les journalistes. Fabius nie avoir dit, n'est-ce pas, Nosra fait du bon boulot. Bon, il y a quand même le journal Le Monde qui a recensé la phrase. Bon, alors, Ayrault, qui lui est un grand menteur, évidemment, dans la même lignée du mensonge socialiste. Jean-Marc Ayrault, qui était l'ancien Premier ministre. Voilà, alors lui a dit qu'il n'avait jamais vendu d'armes létales aux rebelles modérés. N'est-ce pas? En fait, les armes ont été vendues aux islamistes. Il ne faut pas être naïf. Mais, vous savez comment on explique ça? C'est qu'à l'époque, tout le monde croyait qu'Assad allait tomber. Moi, vous pouvez voir toutes mes vidéos, toutes mes interventions, enfin, quelques-unes si vous voulez. Je l'ai dit dès le départ.
vous vous plantez, les Français. Vous n'avez rien compris au problème syrien. Ils m'ont pas cru. Mais à l'époque, on se dit, ben oui, s'il tombe, on va oublier tout ça. Si Lafarge payait, comment il s'appelle, Tlas, et fournissait Daesh en matériel pour creuser des tunnels et des, n'est-ce pas, pour les combattants à Alep ou ailleurs, c'est pas grave, Assad allait tomber. Mais Assad n'est pas tombé. Et tout ça, jour après jour, se découvre. Alors on a oublié qui? Valls. Mais oui, Valls dans ses déclarations aussi. Hein, que lui ne pouvait pas, n'est-ce pas, empêcher des gens d'aller se battre pour renverser un dictateur. Il compare la situation syrienne à la situation de son pays d'origine, l'Espagne, et la guerre de 1936. Mais ça n'a strictement rien à voir. Et combien de fois il affirmait, dur comme fer, non, c'est une révolution honorable contre la dictature. Donc, vous voyez, vous avez Hollande, Fabius, Hérault, Valls, on est toujours dans la petite chapelle socialiste. Et Le Drian qui continue. Et Le Drian qui est le plus dangereux. Pourquoi? Parce que c'est le fil conducteur aujourd'hui. Il a été pendant tout le mandat de Hollande, n'est-ce pas, dans les différents gouvernements. C'est lui qui était le ministre de la Défense. Donc, il est au courant de pas mal de choses sur le dossier syrien. Et pourquoi j'en parle pour Idlib? Parce que quand il a fait sa déclaration sur Al-Ghouta, il a dit « à Idlib ». Mais alors franchement, monsieur Le Drian, qu'allez-vous faire, dites-moi, des terroristes qui sont à Idlib et à Al-Ghouta? Est-ce que vous en voulez en Bretagne, dans votre vieille ville de l'Orient? Vous voulez les prendre, ces terroristes? Non, en Syrie, on n'en veut pas. Hein? Moi, en tant que Syrien, je vous parle. Je vous tiens un langage de raison et de cœur. Hein? Mais regardez la vérité en face. Ce sont des gens dangereux. Ce sont les gens qui ont égorgé le prêtre français, qui ont commis des attentats en France. Et vous continuez à dire « Ah oui, Idlib, tout ça pour jouer le jeu américain. » Mais soyez un petit peu gaulliste. On ne vous demande pas d'être vraiment gaulliste. Un tout petit chouïa, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? Gaulliste. Hein? Et dites non. Hein? Voyez la vérité en face. Mais bon. Sur Idlib, justement, est-ce que vous pouvez décrire la population, où ça se situe? Vous voyez, Idlib se situe un peu près de la seule rivière qui coule vers le nord. C'est une rivière rebelle, c'est l'Oronte. C'est une des plus vieilles rivières du monde. Dans le bassin de l'Oronte, ça remonte à la préhistoire. Et c'est une très belle région, assez escarpée, il y a de petites montagnes, c'est très difficile de mener la guerre là-dedans. C'est pour cela que les islamistes ont choisi, entre autres, Idlib pour prendre le maquis. C'est très difficile de les déloger. Il y a plein de villages. Bien. Alors, à Idlib, on a évacué tous ces islamistes. Et sans doute, les islamistes de la Ghouta aujourd'hui ne veulent pas tomber dans le piège. Parce que quand l'armée syrienne leur dit « vous pouvez sortir », ils vont aller où? À Idlib. Ils savent très bien que là-bas, c'est des règlements de compte entre différentes factions, terroristes, djihadistes, takfiristes, islamistes. Vous voyez, ça couvre un peu toutes les tendances. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et c'est très grave ce que je vais vous dire. C'est que beaucoup, parmi l'opposition syrienne, qui n'existe pour ainsi dire plus, essayent d'aider les chefs pour les faire fuir d'Idlib en donnant de faux passeports. Vous voyez, ça promet pour la sécurité européenne. Surtout quand vous savez que c'est le fonds de commerce d'Erdogan et qu'ils vont passer sans doute par la Turquie. Voyez-vous? Et ça, c'est vraiment une plaie. On ne peut pas, un gouvernement légal ne peut pas tolérer sur son sol de maquis de terroristes qui sont là très bien armés. À Idlib, ils ont les missiles Milan que la France a vendus. Ils les ont utilisés à Alep et ailleurs. Donc, vous voyez, je crois qu'il est venu le temps quand même de voir la vérité en face et dire on s'est planté sur le dossier syrien. Mais il y a l'orgueil français.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des socialistes. Vous parlez d'orgueil français sans transition. Il y a une question qui passionne beaucoup en France, à tort ou à raison, peu importe, c'est la question israélienne. Quelle est la place d'Israël dans ce conflit syrien? Alors, vous savez, si on croit les Américains, je ne citerai pas tout le monde, et Roland Dumas, c'est que, surtout les Américains, ils ont fait des déclarations dans ce sens, c'est que dans les discussions confidentielles avec les responsables israéliens, il y a de ça des années, tous les pays qui ne se plient pas à une paix dictée par Israël, ben on va les détruire. Alors vous allez me dire, Monsieur Tahan, attendez, c'est du complotisme. Non, monsieur. Ah, ceux qui complotent, c'est Juppé. Il a bien dit qu'il allait renverser Assad sur Europe 1. C'est pas moi qui raconte n'importe quoi. Il l'a dit, Juppé. Ça, c'est avant de passer aux socialistes. N'est-ce pas? Quand vous, en cachette, vous vendez, vous violez un embargo, c'est un complot contre un pays souverain. Et là, permettez-moi de revenir sur l'opposition syrienne. Dans ce quintet, le câble, n'est-ce pas, qui a fuité de cette réunion, on nous dit qu'il faut absolument que Sochi, Astana, subissent un échec. Il faut revenir à Genève. Ah. Mais même en revenant à Genève, le non-papier qu'ils ont présenté dépasse de loin Genève. Hein. C'est un projet carrément colonial. Hein. Et c'est là où je conseillerais au gouvernement syrien, s'il m'écoute. Hein. Il faut qu'à Genève, il y ait d'autres tribunes que l'opposition imposée par Damistura et les Nations Unies. C'est-à-dire, ils sont 36, bah, vous avez des oppositions qui existent et qui ne sont pas représentées, mais qui étaient présentes à Astana, qui étaient présentes à Sochi. À Sochi, il y avait 1500 représentants du peuple syrien. C'est pas n'importe quoi. Hein. Donc, si les Nations Unies refusent cette proposition, c'est très simple. La Syrie doit quitter Genève. Elle gagne les batailles sur le terrain. On n'a que faire de Genève. Hein. C'est un panier de crabes, comme on dit familièrement. Ça vaut plus la peine. Cette opposition, d'ailleurs, doit être congédiée. Dans ce câble qui a fuité, on dit bien, c'est des gens qui touchent des salaires mirobolants, hein, et qui se la coulent douce, hein, je suis un peu familier, dans les hôtels 5 étoiles. Il faut quand même qu'ils aient plus de souplesse et qu'ils comprennent la situation et qu'ils acceptent Assad. Voilà. Une dernière question qui relève peut-être un peu plus du pronostic. Pour vous, quel avenir proche on peut imaginer pour la Syrie? Qu'est-ce qui va se passer dans les mois, dans les années à venir? Est-ce que vous êtes optimiste pour une sortie de crise? Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je ne suis pas optimiste. Tant que les Américains occupent la rive est de l'Euphrate et qu'une opposition de guérilla ne s'est pas formée pour les déloger, la Syrie est partie encore pour des années de guerre. Ceci dit, ils n'arriveront jamais à avoir l'engagement de ce peuple syrien qui souffre, qui soutient son président légitime. Voyez-vous, moi, en soutenant Assad, je soutiens la Syrie. Hein. Assad partira un jour, il y aura d'autres présidents, mais la Syrie restera. Vous savez, c'est un Français qui a dit en découvrant l'alphabet d'Ugarit, tout homme a deux patries, la sienne et la Syrie. Ben c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Bassam Tahan. Merci à vous.